pour la commune de Rotoma. Il est conseiller élu, donc il est du renouveau, le mouvement Renouveau piloté par Baouri, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale. Avec lui, il sera question de beaucoup de sujets d'actualité. Le renouveau a ses idées, a ses ambitions. Lui, membre également de la convergence de l'opposition démocratique. Qu'en est-il? Est-ce que ce mouvement qui est né récemment pourra s'inscrire dans le cadre de l'alternance comme souhaité par les responsables? On essaiera de comprendre tout cela avec notre invité. Et Baïlo Badia, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos chers auditeurs qui nous écoutent à l'instant. Je disais tout à l'heure que, parce que cette précision est importante, vous êtes conseiller élu dans la commune de Ratoma et vous êtes même celui-là qui s'était présenté face à Taran, le maire actuel. Vous étiez donc, comme on dit, son challenger. Vous avez 7 conseillers qui avaient voté pour vous. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une commune au sein de laquelle il y a une actualité majeure, c'est ce déguerpissement dans la commune, et notamment à Kipé2 et à Ratouma et à Kapororaï. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération de déguerpissement et qui est quand même qui touche de nombreuses familles, notamment vos électeurs? Bon, rebonjour à vous et bonjour aux fidèles auditeurs. Vraiment, c'est avec des pincements au cœur que j'aborde ce sujet parce que quand ce déguerpissement a commencé, j'étais parmi ceux qui ont interpellé monsieur le maire élu, monsieur Taran, a attiré son attention sur le drame qui s'est passé sur Kapororaï. Du coup, le maire a invité à ce qu'on organise un conseil, une rencontre, un conseil communal, une rencontre de crise où nous sommes tous transportés sur les lieux pour non seulement soulager les victimes, mais aussi pour vivre la réalité des choses. Mais c'était vraiment pathétique. L'État peut prendre tout terrain, tout territoire, là où il juge que l'utilité publique est beaucoup plus importante que l'utilité personnelle. Mais la manière de déguerpir les gens, la manière de récupérer ces terrains-là, c'est cette manière qui a manqué. C'est pour cela, moi, je leur ai dit, dans un premier temps, comme la casse a commencé, nous n'allons pas là-bas en tant que juges, ne jugeons personne, mais regardons la dimension sociale. Quand vous dites n'allons pas, nous qui? Nous conseiller, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous venez de dire que ce sont nos militants qui y vivent. Mais au-delà du militantisme, nous sommes tous des citoyens guinéens. Et que nous n'allons pas regarder les choses à l'angle du militantisme, sur l'angle du militantisme, mais sur l'angle de la citoyenneté. C'est des citoyens guinéens qui vivent sur un territoire guinéens et qui sont victimes de leur propre État. Parce que ils devaient au moins recevoir un avertissement. Ils devaient au moins être recasés avant qu'on ne détruise leurs habitations. Au cas où s'ils ne sont pas recasés, qu'on évalue la valeur de la maison qu'on devait détruire et qu'on indemnise à la hauteur, sinon à 80%. Oui, mais malheureusement, j'étais curieux. Je me suis dit, fouillons un peu pour voir si ces gens-là sont passés par la mairie. Et nous avons regardé le registre, on n'a vu nulle part un ordre de mission signé où on actait la présence des gens qui allaient à Kapororaï pour faire un travail. Donc la mairie n'était pas au courant. Aucun document ne l'atteste. Aucun document ne l'atteste, je vous l'informe aujourd'hui. Donc c'est ce caractère illégal que moi je condamne avec la dernière énergie. Quoi qu'il arrive, c'est des citoyens qui y vivent. Et ces citoyens ont leurs droits. Donc si on met le droit de côté et qu'on le brime, c'est ce qui fait mal. Et ils sont brimés par leur propre État. Mais vous ne parlez pas du droit de l'État de récupérer ces domaines. L'État a le droit de récupérer ces domaines, mais la manière de récupération aussi est définie par la loi.
La manière est définie par la loi. Oui, mais et pourquoi l'État n'a pas procédé par la manière la plus juste, par la manière la plus humaine pour faire déguerpir ces occupants de Kapororaï? Ils sont venus dire au chef de quartier, nous sommes venus juste pour dégager les garagistes qui sont là. Mais est-ce que ce sont les garagistes qu'on a dégagés finalement? Non. C'est des populations qui étaient là, certaines depuis les années 60. Donc, c'est ce mal-là, c'est un drame qui se passe à Kapororaï. Oui, mais Soubaïlo Badia, disons-le quand même, ces personnes avaient été déguerpies dans les années 98 et 99. On était tous à Conakry à l'époque, et le gouvernement dit ils sont revenus s'installer dans un domaine illégalement. Monsieur Diallo, j'étais là en 98 quand la casse de Kapororaï a eu lieu. Qu'est-ce que le gouvernement actuel devait faire? C'est de tirer des leçons de l'échec du déguerpissement de Kapororaï de 98 et d'en tirer toutes les conséquences. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, après 98, Ratoma a basculé dans la violence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des enfants abandonnés par ces familles. Des familles ont été disloquées et complètement décimées. Des pères de famille ont fait des crises cardiaques et ont perdu leur vie. Et des enfants ont été abandonnés comme ça dans la nature. Et ils se sont transformés en des criminels, en des bandits. Il fallait tirer ces leçons-là et réfléchir à des solutions palliatives avant de refaire la même chose. Mais malheureusement, même ceux de 98 n'ont pas fait ce que ces gens-là, actuellement le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement de la ville. À titre comparatif, vous pensez que ce n'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Les autres avaient reçu des avertissements, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on vient un petit matin avec des tractopelles et consorts pour venir dire qu'on a reçu mandat de casser. C'est pour cela les premières maisons qu'ils ont touchées, les propriétaires n'ont pas pu sortir leurs affaires. Vous avez vu? Donc il y a beaucoup plus. Il n'y a pas d'humanisme, pas du tout, dans cette casse actuelle. Et c'est ce qu'il faut déplorer. Regardez des enfants, nous sommes au mois de mars, des enfants qui partaient à l'école. Et aujourd'hui, et leur bâtisse et l'école est détruite, elles sont détruites. Maintenant, est-ce qu'ils ont pensé à l'avenir de ces enfants-là? Nous, aujourd'hui, on a ce fardeau au niveau de la commune. Moi, personnellement, je suis dans la commission éducation. Tout récemment, on a rencontré les autorités communales et on a discuté sur le comment aider les enfants à retrouver le chemin de l'école et surtout aider ces candidats aux différents examens à ne pas perdre l'année. Donc nous sommes en train de nous pousser. La question justement, d'où ma question, que fait la commune aujourd'hui pour ces personnes déguerpies? Bon, la commune suit de près parce que déjà les victimes se sont constituées en un collectif. Et il y a cette association. Et quand nous nous sommes retrouvés, il fallait réfléchir sur comment toucher les autorités pour alerter, parce que nous sommes quand même une autorité aujourd'hui à Ratoma. Donc ce qui se passe sur notre territoire, la responsabilité nous incombe d'attirer les ayants droit pour leur dire ce qui se passe actuellement sur notre territoire est normal ou bien ce qui se passe est anormal. Donc nous nous sommes constitués en une cellule de crise et on a monté quelques commissions et nous avons adressé des correspondances à différentes institutions, notamment l'Assemblée, le Conseil économique et social, même le secrétariat général à la présidence, pour attirer leur attention sur le drame humanitaire qui se passe actuellement à Kapororaï. Donc la mairie ne croise pas les bras et la mairie accompagne les victimes et prochainement nous allons pousser l'État à indemniser ces victimes. Parce que quoi qu'il arrive, c'est des gens qui étaient là et il y a assez de veuves dans cette partie. Et si
ces gens-là ne sont pas aidés par l'État, ils risquent encore d'augmenter la masse des pauvres dans notre pays. Et c'est très douloureux, c'est très dangereux pour le pays. Monsieur Baïlo Badiar, en préparant cette émission, vous me rappeliez que vous êtes encore membre de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition, dont c'est un des fiefs, il faut le rappeler. Est-ce que vous avez le même sentiment que certains, que là-bas, Kipé2 et Kaporaï, c'est une volonté délibérée du pouvoir de faire mal à une partie des militants de l'opposition? Oui, je suis encore le secrétaire à l'information et à la communication du Comité national des jeunes de l'UFDG et membre à part entière du mouvement Renouveau, qui est un mouvement politique et qui n'est pas un parti politique, il faut le préciser. On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc, vous savez, chez nous, c'est déplorable. La politique prime sur tout. Étant donné que dans les pays les plus civilisés, dans les pays les plus organisés, après les élections, tout le monde est considéré comme citoyen d'un pays qui jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs. Certes, c'est une zone réservée. Et ce n'est pas la seule partie de Conakry qui est réservée quand même. Aujourd'hui, regardez le long du littoral, regardez ces immeubles qui poussent. Et ces immeubles-là poussent dans un endroit qui t'appartient et qui m'appartient. Le littoral, la brise, tout le monde doit en profiter quand même. Ou bien, mais est-ce qu'on a déguerpi ces gens-là? C'est pour cela que ça fait mal quand on parle quand on dit que c'est des citoyens de tel parti. Non, c'est des Guinéens. Et on ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Si aujourd'hui l'État venait avec des raisons valables, avec des projets bancables, pour dire voilà ce que nous envisageons à Kapororaï, dans tel endroit, quitter ces lieux-là, venez par-ci et nous construisons par exemple l'Assemblée nationale par-ci, nous construisons une ambassade par-là, nous construisons le siège de telle institution par-ci. Les gens allaient comprendre parce que quand Conakry, la ville elle est belle, c'est nous tous qui nous réjouissons, ou bien. Mais je vous dis encore, je ne dirais pas que l'État va dans ce sens, parce que je n'aimerais même pas voir que l'État agit dans ce sens, parce que ça sera un drame pour le pays. J'aimerais juste dire à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Si l'État décide de récupérer ses biens, qu'il récupère ses biens avec beaucoup plus d'humanisme et avec la méthode. Mais cette fois-ci, ils ont raté le coach. Ils ont raté la manière et je pense que c'est déplorable. Vous parlez tout à l'heure de ce qui s'est passé en 98, de ses conséquences. Est-ce que vous craignez une recrudescence de la violence dans cet axe aussi? Mais bien sûr, mais bien sûr. Regardez Kapororaï. Kapororaï, c'est plus de 10 000 familles. Et si vous prenez ces familles-là, Kapororaï qui fait 2, dans chaque famille, ne serait-ce qu'un jeune par famille. Ça fait combien de jeunes? Si on ne cherche pas à encadrer ces jeunes, à les aider, à les orienter vers le droit chemin, s'ils optent pour le chemin de la déperdition, ça sera un autre fardeau pour l'État. La criminalité va augmenter, la violence va augmenter, la délinquance aussi va augmenter dans ces quartiers populaires. Mais on dirait qu'il y a la solution, les PA sont installés pour ça. Les PA c'est le long de la route Le Prince. Oui, c'est juste. Pas à l'intérieur des quartiers. Est-ce qu'ils s'aventurent à l'intérieur des quartiers? Non. Ils sont là juste au bord de la route. Pour maintenir la sécurité, il faut réfléchir sur des voies et moyens. Encore, j'insiste sur la légalité des choses. Il ne faut pas aller pour brimer les gens parce que vous avez la force publique avec vous.
mais aller pour apporter des solutions idoines, des solutions adéquates pour pallier à ce problème que l'État même a créé. Vous pensez que l'État est responsable? Dans cette affaire de déguerpissement de Kaporora et de Kipé 2, l'État a manqué de responsabilité. Moi, je le dirais à qui veut l'entendre. Que doivent faire les acteurs politiques? Parce qu'apparemment, vous dites que ce n'est pas un problème politique, mais les partis politiques ont quand même une responsabilité aujourd'hui. On les attend moins sur cette question. Quelle devrait être la responsabilité des partis politiques? Bon, les responsables de ces partis politiques sont des citoyens aussi. Certes, ils ont une aura beaucoup plus étendue que certaines personnes. Vous savez, demain, eux aussi, ils aspirent gouverner. Demain, ils peuvent être sur la sellette. Maintenant, ils doivent se prononcer sur le drame de Kaporo. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas étudié les angles, c'est-à-dire n'a pas arrondi les angles avant de commencer la casse. Donc, il fallait étudier toutes les questions sensibles et trouver des solutions palliatives avant de commencer la casse. Personne ne dit que l'État ne doit pas récupérer ces domaines réservés. Parce que, et c'est connu de tous, il y a des domaines où l'État a mis main, où des cadres véreux ont participé à vendre ces zones-là, dans ces zones, à des citoyens qui ne maîtrisent pas tellement les lois de la République. Malheureusement, nos lois ne sont pas interprétées dans nos langues nationales. Et c'est une couche d'intello qui s'asseye pour réfléchir pour la masse d'analphabètes, pour l'écrasante majorité des analphabètes, et que ces analphabètes ne sont même pas informés du contenu de la loi. Il n'y a pas de vulgarisation. Donc là aussi, c'est un travail que les partis politiques, je pense bien, devaient faire pour vulgariser la loi, pour que le citoyen et les partis politiques et la société civile devaient y travailler. Mais malheureusement, on ne connaît même pas nos lois. C'est ça le drame de ce pays. Chacun peut se lever et faire de n'importe quoi en foulant la Constitution ou bien les lois de la République au pied. Je pense que si nous voulons aller de l'avant, nous devons mettre les lois de la République en avant. Nous devons avoir une justice indépendante parce que les juges même devaient s'intéresser sur ce qui se passe. Oui, mais la justice a été saisie dans le cas de Kipé 2. Le collectif des victimes a été débouté. C'est cette justice à deux vitesses encore qui augmente la masse des frustrés. C'est-à-dire, il y a une justice des gouvernants et une justice des gouvernés. Et ce n'est pas normal. La loi, elle est dure, mais elle reste la loi. Donc, je pense que mettons les lois de la République en avant et pour avoir un pays qui ressemble aux autres pays du monde. Si nous voulons être en marge des pays du monde, foulons nos lois au pied et puis nous serons toujours une Guinée qui sera citée de façon exceptionnelle et je le déplore. Parlons politique à présent, avec le mouvement, le renouveau, comment se porte le mouvement? Bon, le mouvement se porte très bien. C'est un mouvement qui est né il y a de cela maintenant plus d'une année. Et à 6 mois déjà, on a eu l'audace et le courage de nous présenter aux élections locales parce que beaucoup nous voyaient comme des gens qui étaient là pour amuser la galerie. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons des représentants un peu partout. À Ratoma, je suis l'un des élus. À Matoto, nous avons Kové. À Dubreka, il y a Amadjan. Et nous avons même certains de nos éléments sur les listes de l'UFDG. Parce que nous avons compris à un certain moment que nous ne pouvions pas rassembler toutes nos forces au sein du renouveau. Et qu'il fallait, parce que nous tous, nous aspirons à ce que l'UFDG soit notre navire et que l'UFDG soit très forte. Donc nous leur avons dit de rester là-bas et de continuer à travailler pour l'épanouissement parce que tôt ou tard, nous y reviendrons pour donner toute
pour donner à l'UFDG toute sa dimension nationale et tout le dynamisme qu'il faut pour conquérir le pouvoir. J'ai envie de vous poser juste une question. Je me demande, est-ce que le renouveau, c'est pas M. Bahouri seul? Mais le renouveau, c'est un mouvement, et un mouvement ne peut pas être animé par un seul individu. Monsieur Bahouri est notre animateur principal du renouveau, mais le renouveau, nous avons compris avec cette bipolarisation de la vie politique entre l'UFDG et le RPG, nous nous sommes dit c'était bien si ces deux entités n'avaient pas des bases régionalistes et ethnocentriques. C'était bien. Mais malheureusement, ces soi-disant mastodontes de la politique nationale, c'est des géants au pied d'argile. Donc il fallait réfléchir à une solution alternative. D'où la naissance du renouveau. Donc le renouveau transcende ces clivages ethniques, ces clivages régionalistes et ces clivages même d'obédience politique pour mettre en avant la guinéenneté des autres. Et nous mettons en avant la Guinée, parce que quoi qu'il arrive, la Guinée est notre dénominateur commun. Donc aujourd'hui, rien ne sert à se regarder en chien de faïence, étant donné que quoi qu'il arrive, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc il faut pratiquer, ou bien faire pratiquer ce vivre ensemble des Guinéens, et emmener les Guinéens aussi à apprendre à faire les choses ensemble. Donc c'est là où le renouveau se démarque de ces institutions régionalistes et ethnocentriques. Oui, mais quels sont vos objectifs? Parce que j'apprends quelque temps, vous êtes un mouvement, mais alors que vous voulez conquérir le pouvoir. Bon, pour l'instant, nous sommes un mouvement politique. Donc, un mouvement politique. C'est pas prévu par la loi il n'est pas prévu que les mouvements participent aux élections nationales. Oui, c'est ça. Mais nous sommes en procès avec un petit clan d'oligarques qui dirigent aujourd'hui l'UFDG. Peut-être le 30 avril, la justice va délibérer parce qu'on avait gagné dans un premier temps, ils ont interjeté appel. Et si nous sommes rétablis sur notre droit, nous allons revenir à l'UFDG. Et ceux qui ne sont pas contents partiront. Et nous allons reprendre notre navire. C'est fondamental pour aller de l'avant. C'est la machine dont vous avez besoin? Bon, c'est notre machine. C'est notre machine. Nous n'allons pas l'abandonner à qui que ce soit. Nous allons nous battre pour revenir et récupérer la direction de l'UFDG et conquérir le pouvoir. Nous le ferons dans les prochains jours. Et laissez-moi vous dire que le renouveau, aujourd'hui, nous avons ratissé tellement large que le jour où nous aurons l'appareil étatique, nous pourrons fédérer encore tous ces gens-là dans une coalition qu'on pourra appeler encore le renouveau, pour que le renouveau encore soit là, soit ancré dans les mentalités des Guinéens, pour dire aux Guinéens, nous voulons faire de la politique autrement, nous voulons une Guinée nouvelle et nous voulons une Guinée qui avance enfin. Donc, si je comprends bien, la stratégie est claire. Vous continuez avec le mouvement Le Renouveau, et puis pour conquérir le parti, et après, c'est-à-dire que c'est de changer encore le parti pour revenir dans le nouveau. Non, le renouveau reste. Le renouveau, c'est un mouvement politique. Le renouveau peut être ici un appui de l'UFDG. Il y aura peut-être des personnes qui ne vont pas se retrouver forcément dans les objectifs de l'UFDG, mais qui trouvent leur place au niveau du renouveau. Et le renouveau peut venir à tout moment en appoint à l'UFDG. Donc c'est fondamental qu'un parti politique aussi s'appuie sur des mouvements pour ratisser large. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais donc, si je comprends bien, le procès, le verdict c'est le 30 avril là. Oui, bien sûr. À la cour d'appel. Bien sûr. Et c'est ce que vous attendez?
Bon, nous l'attendons et nous sommes en train de travailler aussi sur le terrain. Nous sommes en train de travailler parce que nous sommes en train d'implanter un peu partout nos antennes. Récemment, on était à Koya, Mafreya, Dubreka et puis dans la majeure partie des quartiers de Conakry, nous avons nos antennes. À l'intérieur du pays aussi, au niveau de la Haute-Guinée, ça travaille sérieusement avec Aminata Ibrahim Makaba. À Moyenne-Guinée, déjà, on a nos racines. Donc, nous sortirons au grand jour. Voilà. Mais vous dites, est-ce que vous pensez qu'avec une simple décision de justice, vous pourrez revenir ainsi facilement à la tête de l'UFDG? Bon, vous savez, si le droit est dit, M. Bahouri aura raison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un organe illégal qui a exclu M. Bahouri. Ce n'est pas un organe décisionnel. Le conseil politique, c'est un organe qui appuie le bureau exécutif dans l'exécution de ses tâches. Mais l'organe décisionnel de l'UFDG, c'est le bureau exécutif. Et ce n'est pas le bureau exécutif qui a exclu M. Bahouri. C'est le conseil politique qui rassemble le clan des oligarques, des amis de Cellou. C'est tout. Et certains d'entre eux savent que la présence de Bahouri va nuire à leurs intérêts. C'est pour cela qu'on lui ferme la porte. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et lorsque lui va revenir, certains de ces oligarques partiront parce qu'ils n'auront plus leur place. Mais où est la place de la réconciliation? Bon, vous parlez de quelle réconciliation? Quand vous dites que d'autres partiront, d'autres resteront. Oui, ceux qui ne sont pas. On n'est pas obligé de partir avec tout le monde quand même. Chacun a sa conviction et chacun a ses objectifs. Maintenant, si nos objectifs diffèrent, ceux qui ont des objectifs différents avec nous pourront partir. Ceux qui ne partagent pas la même philosophie que nous pourront partir. Nous ne sommes pas là. Vous ne voulez pas rassembler? Nous rassemblons davantage. Parce que c'est pour cela, même je vous ai dit, la genèse de la création de notre mouvement, c'est pour rassembler davantage. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais ceux qui sont là pour exclure jour après jour, lorsque nous reviendrons avec notre esprit de rassemblement, ils n'auront plus leur place et ils partiront. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais il y avait des gens qui étaient avec vous, je parle. Parce que cette unité que les gens pensent, unité n'est pas égale unicité. Unité n'est pas égale à conformité. Ou bien, je pense que si nous travaillons conséquemment avec les vraies valeurs que les pères fondateurs ont mis en avant pour mettre en place l'UFDG, je pense que nous serons encore plus forts et plus dynamiques et nous irons très loin encore parce que ceux qui sont là ne sont pas là pour conquérir le pouvoir, ils sont là juste pour défendre leurs intérêts économiques. Je le précise encore, ils attendent des intérêts pécuniaires et c'est ce qui les intéresse. Et nous, notre ambition, notre volonté, c'est de conquérir le pouvoir. Donc voilà toute la différence entre ces oligarques qui gèrent aujourd'hui l'UFDG et nous autres qu'on taxe de 5e colonne, je ne sais pas quoi. Mais quoi qu'il arrive, la vérité finira par triompher et nous reviendrons avec force et nous reviendrons pour conquérir le pouvoir. Vous voulez rassembler, mais je précise qu'il y avait des jeunes qui étaient au départ du mouvement Renouveau qui ne sont plus là. Je pense par exemple au jeune Mohamed Amin Keita, Baba Dimou, ils étaient au départ avec M. Bahouri, mais ils ne sont plus là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun a ses objectifs et chacun a sa propre conviction. Et nous respectons la position et de Baba Alimou et de Lamine. Lamine déjà a dit qu'il crée le mouvement des futuristes et qu'il a un grand respect pour M. Bahouri, idem que Baba Alimou. Et Baba Alimou n'est pas parti ailleurs. Baba Alimou est rentré à la cage, donc il n'est pas parti. Parce que il est à l'UFDG. Et aujourd'hui, nous reviendrons sous peu de temps à l'UFDG. Et il sera de l'UFDG. Donc, oui, il est parti. Donc, M. Ba a dit à certains, restez en place, travaillez. Parce que tôt ou tard, je reviendrai, je vous retournerai. Donc, c'est comme ça notre philosophie. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui sont
pro-Cellou, je ne sais pas, qui est en consort, qui animent la vie du parti. Il y a les partisans de M. Baouri et ça va se savoir dans les prochains jours. Aujourd'hui même, les voix s'élèvent de partout pour réclamer son retour. Et ça cause un grand problème à l'UFDG. Ça cause un grand... Je vous dis que dans les prochains jours, vous verrez, il y aura une évolution rapide des choses et que tout rentrera dans l'ordre et puis ça va continuer de belle pour qu'en 2020 on soit une alternative crédible. Oui, mais vous êtes aussi membre de l'opposition, hein, de la convergence de l'opposition démocratique. Qu'est-ce qui vous a amené à cette coalition? Bien sûr, nous sommes une partie de cette coalition qu'on appelle le Code. Je vous disais tout à l'heure que nous vivons dans une société où on ne parle que de deux partis. L'UFDG d'un côté et le RPG de l'autre. Étant donné que le RPG est taxé comme étant fortement teinté de Maninka et l'UFDG fortement teinté de Halpula, de Paul. Est-ce que c'est clair? Et la vie nationale ne peut pas se reposer sur ces deux piliers. Pourquoi? Parce que c'est des piliers qui sont fragiles. Pour nous éviter des choses que certains de nos pays, certains des pays limitrophes ont vécu, il faut une alternative. C'est dans ce sens, ces leaders clairvoyants se sont retrouvés pour transcender ces clivages-là et pour rassembler davantage. C'est ça la philosophie du Code. Le Code n'est pas créé contre X ou Y. Le Code est créé juste pour faire de la politique autrement dans la cité et pour amener ces deux qui se tiraillent et qui se font la guerre du jour au jour, pour leur dire vous n'êtes pas les seuls sur le terrain et il y a une troisième force d'ailleurs qui commence à asseoir ses racines et qui est là comme alternative. Vous n'êtes pas opposé à Cellou Dalein, vous n'êtes pas opposé à Alpha Condé, vous êtes opposé à la polarisation. Bien sûr. Mais sauf que ceux qui composent aujourd'hui cette convergence de l'opposition démocratique sont soit issus de l'opposition républicaine ou étaient anciens membres de l'UFDG. Mais Monsieur Diallo, c'est une évidence là. Si je veux changer Horizon FM, j'intègre la structure Horizon FM. Et si à l'interne je ne parviens pas à changer, il me faut une autre stratégie. Et c'est ce que ces gens-là ont opté. Certes, ils ont côtoyé et Cellou et Alpha pour les faire raisonner, pour les amener à un changement de la façon de faire la politique dans ce pays. Sinon, Sidia, au départ, il était membre de l'opposition républicaine. Et finalement, de manifestation en manifestation, lui-même, il a trouvé que ces manifestations-là n'étaient pas opportunes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on ne me verra plus sur le capot d'un véhicule en train de manifester. Ou bien. Et finalement, il a créé ces distances parce qu'il ne pouvait pas influencer à l'interne. Il y a ce clan d'oligarques qui envenime tout à tout moment à la dernière minute. Et Aboubacar Sylla, d'ailleurs, c'est lui qui a créé l'opposition, ce terme opposition républicaine. Où il est aujourd'hui? Il a quitté. Mokhtar a quitté. Ça veut dire qu'il y a un drame à l'intérieur. Il y a un mal. Il faut oser le dire. Il y a un mal au sein de l'opposition. Qu'ils aillent soit à la mouvance au sein de la convergence de l'opposition démocratique. Maintenant, côtoyant les deux blocs et sachant que les deux blocs n'ont aucune volonté de changer, ils se sont retrouvés pour créer une troisième force pour influencer positivement l'évolution. Nous sommes en train de le faire parce que aujourd'hui, M. Lansana Kouyaté, M. Sidya Touré, Monsieur Kaba de Kofi Annan, Ousmane Kaba et Monsieur Baouri, je pense que c'est des cadres et des icônes de la vie politique nationale. Et ces cadres-là, je pense que
comme ils se sont entendus de mettre en avant la Guinée, ils feront de telle sorte pour que leur voix soit entendue. Ils feront de telle sorte que le terrain aussi, leurs idées se répercutent au niveau des bases. Et cette répercussion va changer la vie politique nationale. Comment une coalition de l'opposition peut fonctionner sans leader? Bon, pour le moment, c'est le début. C'est le début et je pense que... Mais quand une organisation commence mal, mais ça pose des questions. Mais c'est vous qui pensez que ça a mal commencé. C'est que nous avons toujours créé des présidents, nous avons toujours créé des structures avec, des secrétaires généraux et consorts. Et finalement, ça revient à quoi? Ça revient à un homme omnipotent, omniscient, je ne sais comment. Et je pense que ce qui se trame là actuellement, ça peut aller très loin parce que c'est des gens qui ont de l'expérience et qui vont mettre en avant leur savoir-faire et qui, le moment venu, pourront s'entendre pour le bien-être des Guinéens, de la Guinée et des Guinéens. Maintenant, vous vous posez la question, quel moment? Le moment viendra, ne soyez pas pressés. Pour le moment, c'est une organisation qui n'a pas d'existence de plus de 3 mois. Donc, laissez les choses aller, crescendo, petit à petit, vous verrez ce que cela va enfanter. Je repose ma question, et c'est la même question, je reviens. Est-ce que le renouveau de M. Baouré n'a pas rejoint ce mouvement pour faire mal à l'UFDG dirigé par Cellou Dalein? Mais non, arrêtez de voir que faire du mal. Nous ne calculons pas une personne. L'UFDG, c'est une institution. Et M. Baouri, jusqu'à preuve du contraire, il est le premier vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l'UFDG. Personne ne peut le contester, jusqu'à preuve du contraire. Et le dernier congrès a fait de Cellou le président de l'UFDG. Nous le lui reconnaissons qu'il est le président de l'UFDG. Mais nous avons créé un mouvement. Pourquoi créer un mouvement contre un individu? Nous ne créons pas un mouvement contre un individu. Avant 2007, Cellou n'était qu'un ancien Premier ministre. Il a cette dimension-là, c'est parce qu'on lui a donné une fauteuil à l'UFDG, c'est tout. Donc, il est ce qu'il est grâce à Baouri, parce que c'est Baouri qui lui a fait beaucoup de choses pour qu'il soit là, pour qu'il occupe le devant de la scène. Donc Baouri ne va pas faire quelque chose qui va à l'encontre des valeurs qu'il a toujours défendues. Vous dites que vous êtes contre la bipolarisation, donc vous êtes contre ce que Cellou Dalein et Alpha Condé sont en train de faire la politique guinéenne. Mais regardez aujourd'hui, c'est un pays divisé. C'est un pays en lambeaux. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Aujourd'hui, même dans vos émissions interactives, il suffit qu'une personne donne son patronyme pour que vous-même, vous donniez des idées sur ce qu'il va vous dire. Donc, c'est de ça il faut combattre. C'est cette question-là qu'il faut poser et trouver la réponse qu'il faut pour le bien du pays. Parce que si nous continuons à envenimer des situations entre deux entités, pas les moindres dans ce pays, et que le jour où il y aura clash, c'est tout le monde qui va en pâtir. Oui, mais les questions pratiques se posent. C'est la question, par exemple, de 2020. Quelle position aura votre convergence de l'opposition républicaine? Notre position est connue, la convergence. Pour l'instant, je vous ai dit, la convergence évolue. Et dans les prochains jours, vous verrez ce que cela va enfanter. Et au niveau du renouveau, nous avons confiance en M. Baouri et Baouri sera candidat en 2020. Il sera candidat. Tout le monde va être candidat au niveau de la convergence de l'opposition démocratique? Pour l'instant, les débats sont à l'interne, ça se discute. Je ne suis pas là pour divulguer nos stratégies. Mais le moment venu, vous le saurez. Et servira de tremplin pour qui? Bon, de tremplin pour le peuple de Guinée. Parce que c'est le peuple qui va gagner quelque chose là-dedans. Pas un individu et non un groupe d'individus.
c'est le peuple de Guinée qui sortira vainqueur parce que le peuple de Guinée sera libéré de ces gens qui ne parlent que de politique et d'ethnie et de région dans ce pays. Il y a des défis quand même, les défis pour la démocratie. L'alternance en 2020, ce sont des défis qui s'imposent à l'opposition. Et aujourd'hui, on voit la convergence de l'opposition démocratique, l'opposition républicaine, la coalition pour la rupture du docteur Fayabi. Ça fait trop de coalitions, l'émiettement de l'opposition. Est-ce qu'à votre avis, ça n'arrange pas le président Alpha Condé? Bon, c'est vous qui voyez cela de cet angle-là. Moi, je pense que chaque formation politique a sa vision et s'est fixé clairement des objectifs et travaille pour les atteindre. Maintenant, notre constitution ne prévoit pas un scrutin à un seul tour, si je me fais comprendre. Non, mais il peut gagner le premier tour. Gagner au premier tour, si les élections sont libres et transparentes, aucune formation politique ne peut se taper poitrine pour dire qu'il faut gagner au premier tour. Et tout le monde a vu le mascarade qui s'est passé en 2015. C'est un mascarade électoral qui s'est passé en 2015. Moi-même, j'étais acteur, j'étais sur le terrain, j'étais assistant technique de l'UFDG. Donc, ne me parlez pas de ce un coup KO parce que j'en sais quelque chose. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, pour l'instant, Alpha n'a que 2 mandats. Et vous me dites qu'on ouvre un boulevard pour Alpha Condé, je ne sais pas quel boulevard vous parlez. Parce que pour nous, M. Alpha Condé, en décembre 2020, ne sera plus président de notre Donc vous n'avez pas vu cette femme au palais du peuple autrefois? Mais nous sommes dans une démocratie. Il y a la pluralité d'opinion et la liberté d'opinion. Vous n'avez pas compris leur message? Moi, je respecte. C'est un point de vue qu'ils ont dégagé. Est-ce que c'est le point de vue de l'écrasante majorité de la population? Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu M. Aziz Diop à Kankan, le préfet? Mais commis de l'État. Et c'est de bonne guerre que lui, pour défendre ses intérêts, pense que Alpha est éternel. Mais moi, je ne vois pas du mal à ça. Moi, tout ce que je sais, lorsque le professeur va se décider, pour dire ouvertement qu'il est candidat, là, je dirais qu'il enfreint aux lois de la République. Et c'est au peuple de lui faire comprendre qu'il enfreint à la démocratie. Et au peuple de prendre qu'il y aura alternance en 2020. Vous y croyez? J'y crois fermement. Malgré l'émiettement au sein de l'opposition? L'émiettement ou pas, je pense que tout ceci se pose la question fondamentale. La question fondamentale dans ce pays, c'est comment faire de la Guinée une Guinée démocratique et progressiste. Et si quelqu'un veut enfreindre à ça, il trouvera le peuple sur son chemin. C'est tout ce que je sais. Seriez-vous prêt, si la question se posait, à rejoindre le FDG, l'opposition républicaine, d'autres coalitions de l'opposition à manifester contre? Seriez-vous prêt? Moi, je suis républicain, je suis démocrate. Tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple et de l'intérêt général de la population, je m'y opposerai et je me mettrai aux côtés du peuple. Ouais, à s'allier avec tout le monde. Je dis que je me mettrai aux côtés du peuple pour défendre les acquis de la démocratie et pour défendre les intérêts de la population. Mais ça, vous parlez de vous ne parlez pas de votre coalition. Mais c'est... Écoutez, nous qui sommes dans cette coalition-là, nous avons des valeurs aujourd'hui que nous partageons. Le jour où certains se verra peut-être les choses autrement, c'est à lui de partir. Ou bien, rien n'est statique, tout évolue. Et dans cette évolution-là, chacun va voir si quelqu'un pense que c'est en tripatouillant la loi, la constitution, si c'est en chantant en donnant à Alpha un 3e mandat qu'il va se montrer grand, à lui de prendre ses responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. Nous, tout ce que nous savons, nous sommes des légalistes et nous voulons qu'on respecte le principe démocratique dans ce pays. Et nous ferons tout pour que le principe démocratique soit respecté, à n'importe quel prix. Ça, je vous le dis aujourd'hui.
Donc, si je comprends bien, pour bien comprendre, ça veut dire qu'au sein de la convergence de l'opposition démocratique, un des principes les plus fondamentaux, c'est l'alternance en 2022. C'est fondamental. C'est fondamental. Il faut... En signant la charte, vous êtes d'accord sur ce principe-là? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que oui. En signant la charte, tout le monde sait que la Constitution prévoit 2 mandats et Alpha est à son 2e mandat. Donc, obligatoirement, il va y avoir alternance en 2020. La garantie que ça va tenir? Bon, la garantie, c'est que le peuple est là et le peuple veille. Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio de la 103.4 de couleur. Il est 11h passé de 50 minutes, le temps juste d'une petite pause publicité, et puis on revient tout à l'heure avec notre invité, Bailo Badian, comme si lui, sur la liste du renouveau pour la commune de Ratouma, ici dans le studio de la radio Horizon FM. Juste une petite pause et puis on revient dans un instant. Horizon FM, Horizon FM, Horizon FM, c'est la radio de la démocratie, la radio de l'espoir. Téléphone fixe kura, dembayata, ni baradiata, wemajira la selcom baratuma mendo. Aliala téléphone fixe men sankoroni, men wifi ya nyona. Kase interneti la farala alna la dembaya. No te téléphone men radio nyona. Men sonko daminani, wake mesaba, wabi kolonani kolonon pesadi. Abete odi, nalka téléphone fixe men san sisen. Selcom di PC kelen delma, internet 500 mega ye men kan. Men la ni téléphone fixe kan, men wifi ya nyona. Aliwa Sisen, kawase comme la frekedia yorobe, ka téléphone mensa menda minani, wake mesaba, wabi kolonon pesadi. Alian Kalia, asiama nanite gana eba. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Horizon FM, Horizon FM, Horizon FM, c'est la radio de retour ici dans ce studio avec, comme je le disais tout à l'heure, notre invité. On est plus loin de la fin de cette émission et vos prochaines activités, les élections législatives à venir, mais aussi la présidentielle. Comment vous vous préparez au renouveau? Nous nous préparons sérieusement parce que je vous ai dit que nous sommes en train de mettre nos antennes un peu partout, de par le pays. Et nous travaillons sérieusement pour avoir une commune, voire 2 à Conakry. Donc cela va se faire avec un travail sérieux et en profondeur. Et nous sommes conscients qu'un mouvement ne peut pas participer aux élections nationales. Et nous nous préparons conséquemment dans ce sens pour être présents lors des prochaines législatives. Et nous ferons tout pour gagner ces élections-là. Donc, c'est-à-dire que vous préparez bien votre retour au sein de l'FDG, si je comprends bien. Bon, nous ne sommes pas partis. Nous sommes pas partis. C'est la différence, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que nous ne sommes pas partis. Nous sommes toujours de l'UFDG. Moi, j'ai participé à bâtir l'UFDG avec mes mains. Donc, l'UFDG, c'est ma maison. Donc, je ne compte pas y aller quelque part. Si je voulais y aller quelque part, je serais parti il y a longtemps. Mais je ne suis pas allé. Monsieur Baouri, dans toutes ses interventions, est-ce que vous l'entendez dire qu'il est le président de l'UFDG? Vous l'entendez toujours dire qu'il est le premier vice-président et qui remplace le président en cas d'absence. Vous l'entendez souvent dire cela. Donc nous sommes de l'UFDG. C'est quelques oligarques qui se sont réunis pour l'exclure, pour défendre leurs intérêts pécuniaires. C'est tout. Donc nous sommes de l'UFDG et nous comptons revenir dans les prochains jours et travailler conséquemment pour faire de l'UFDG une institution démocratique qui gagne en fin des élections. Parce que cette institution-là, aujourd'hui, ressemble à un géant au pied d'argile, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est la méthode, c'est la vision et c'est l'envie de gagner. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Vous ne sentez pas ça? Mais il n'y en a pas vous du tout. Vous ne voyez pas la détermination? Quelle détermination? Ce n'est pas d'amener les gens dans la rue chanter et danser qui détermine l'ambition et la volonté de gagner des élections. Pas du tout. Une élection se gagne dans le travail. Une élection se gagne avec une stratégie travaillée en profondeur. Et une élection se gagne avec des hommes et des femmes capables de mettre cette politique en place.
Mais malheureusement, quand des élections arrivent, on cherche à coopter quelqu'un par-ci, un autre par-là, pour dire que tel est mon neveu, tel est mon cousin, pour les confier des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer. Et finalement, nous n'avons que nos yeux pour pleurer à chaque élection. Et c'est ce que nous voulons changer. Et ça va changer. Et nous le changerons, nous y parviendrons. Nous pourrons changer la façon de faire, la façon de gestion et définir une politique démocratique pour conquérir par des moyens légaux le pouvoir dans ce pays. Et nous sommes en mesure de le faire. On est presque à la fin de l'émission, mais un mot pour nos compatriotes et puis on va bon, je demande à tous nos compatriotes de rester mobilisés et de savoir que nous n'avons pas quelque chose de plus cher que notre cher pays. La Guinée, c'est notre dénominateur commun. Nous devons tous travailler sérieusement pour faire de la Guinée un pays démocratique et une référence dans la sous-région. Et nous avons un pays potentiellement riche. J'espère que nous mettrons en avant notre savoir-faire pour transformer ces potentialités-là, pour considérer que ces potentialités sont un atout de développement au lieu de les considérer comme un désastre. Donc je pense que nous pouvons y parvenir si nous nous donnons la main et si nous regardons vers la même direction. Et je pense que ceux et celles qui estiment qu'il faut tripatouiller la Constitution pour aller de l'avant, il faut commencer déjà en bon guinéen à leur dire que ça ne peut pas se faire. Nous sommes au XXIe siècle et que nous sommes dans un village planétaire où nous ne pouvons pas être une exception. Nous pouvons travailler pour la Guinée et personne n'est irremplaçable dans ce bas monde. Et je vous remercie. Il s'appelle Mamadou Bailo Diallo, connu sous le nom de Bailo Padiar, conseiller élu sur la liste de renouveau de la commune de Ratouma. Donnez-moi une seconde pour dire aux citoyens de ce pays d'avoir une pensée à nos compatriotes à Kapororaï pour une chemise, un pantalon, une paire de chaussures. Rien n'est petit. Rien n'est petit, tout peut aider. Tout peut aider. Mais tout, bien sûr, évidemment. La solidarité, ça fait partie de notre débit, c'est travail, justice, solidarité. Sur ces moments, je vous dis, à lundi, au compte de cette émission, pour me retrouver, vous savez, c'est demain matin encore à partir de 7h. Mohamed Keita était aux opérations techniques ici au micro, Abdoulaye Siridiallo. Bonne écoute à tous et à toutes. Horizon FM, ne l'oubliez jamais, c'est la radio de la démocratie, la radio de l'espoir.